Tu sais, moi, j'ai toujours énormément aimé toutes les entreprises qui viennent et qui se lancent dans un domaine et qui excellent dans ce domaine en question jusqu'à complètement concurrencer la concurrence et la dominer. Et c'est un peu ce qu'on voit, par exemple, au niveau du secteur automobile, par exemple, au Maroc. Ou moi, lorsque je circule en voiture et que j'arrive à un feu rouge, par exemple, la majorité des plaques W c'est des véhicules chinois. Donc le marché de l'automobile chinois, il est venu au Maroc, il s'est installé, je pense qu'il est même établi là maintenant sur la durée. Et il vient concurrencer un petit peu les usines locales, Renault, tout ça qui a Tanger, même Arnetta, etc. Et aussi les véhicules européens qui surdominaient jusque-là la concurrence. Ça, c'est une bonne chose que tu as mentionné. Déjà, personnellement, je suis non seulement fasciné par les tendances, ça veut dire qu'est-ce qui sera la tendance d'aujourd'hui. Comme il y a longtemps, on avait Nokia, puis juste après, on a eu les smartphones avec l'iPhone. Puis, il y a le fait qu'on est passé de voitures principalement Toyota, mais surtout Renault, parce qu'on a une usine de Renault ici au Maroc. Oui. Et je ne m'attendais pas à voir une apparition aussi agressive, je dirais, de ces voitures chinoises ici au Maroc. Et je me suis dit, pourquoi cette vague, elle est venue maintenant ? Parce que moi, je sais que BYD, par exemple, c'est une marque qui est plutôt ancienne. Moi, j'entends un commentaire qui est très intéressant, c'est qu'ils disent que ces véhicules sont venus pour inonder le marché. Dans le sens où il y a eu, l'année 2024, plus de 5 millions de véhicules exportés depuis la Chine dans le monde. Et en fait, il y a un truc intéressant, c'est qu'on peut voir deux visions à ça. Il y a comment réagit le Maroc et comment réagit l'Europe. Le Maroc a réagi d'une façon à ce que les véhicules ont été mis en place. Il y a des concessions automobiles hello dans les grandes villes pour pouvoir acheter les véhicules. Il y a énormément de prix de lancement aussi qui sont effectués sur le long terme, etc. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est de se dire, ok, l'Europe, ils n'ont pas la même vision. L'Europe, ils voient ça un peu comme une menace. Par exemple, le fait que Bruxelles ait mis jusqu'à 38% de taxes douanières. 38% de taxes douanières pour les véhicules chinois en arrivage vers l'Europe. Ce qui fait qu'ils ne voient pas, bien sûr, ça dans un bon œil. Évidemment, il y a énormément de véhicules en Europe qui circulent, qui sont construits en Europe et qui circulent donc en Europe. Donc, on ne veut pas un petit peu ramener une concurrence extérieure, c'est une chose. Mais après, pour moi, je comprends aussi ça d'un point de vue dans le sens où il y a aussi pas mal d'effets négatifs dans tout ça. Le problème avec la Chine, c'est que ce soit même pas le domaine automobile, n'importe quel domaine, ils viennent et ils inondent le marché. Que ce soit dans la 5G, dans les téléphones, etc. etc. Ce qu'ils font, c'est que, par exemple, dans le cas des véhicules, là, dans le cas de l'automobile, c'est que Pékin subventionne les véhicules en question. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais Pékin subventionne les véhicules. Ce qui fait qu'ils peuvent baisser leur prix. D'où les prix qui sont plutôt imbattables. Exactement. D'accord. Et donc, ils inondent le marché et ils mettent une politique en mode, ok, ce sont nos véhicules, les pièces nous appartiennent, donc les prix des pièces vont dépendre de nous. Ils ont le pouvoir sur les prix, en fait. Voilà, la maintenance les véhicules, elle nous appartient aussi. Nous sommes les maîtres d'ouvrage, nous savons comment ils fonctionnent, comment on peut changer les batteries, etc., etc. Donc, ils dominent le marché, ils créent un petit peu une sorte de dépendance. Oui, déjà, tu as mentionné pas mal de choses intéressantes. J'aimerais bien qu'on passe ensemble étape par étape, voilà, bien sûr. Étape par étape, par les choses que tu as mentionnées. Ouais. D'abord, je vais parler des 38% de tarifs qui ont été imposés par Bruxelles, tu dis. Moi, je ne pense pas que ça me choque, vu qu'en Europe, on a pas mal d'usines de grandes marques européennes. Oui. Voilà, tu as les voitures qui sont allemandes, tu as les voitures de la Suède. Donc, clairement, ils ne veulent pas que les voitures chinoises viennent inonder leur marché parce qu'ils sont sûrement conscients de la stratégie. Moi, je pense dans un sens, c'est aussi pas mal le groupe Volkswagen qui décide. Le groupe Volkswagen, c'est tellement un groupe puissant en Europe qui a quasiment toutes les voitures. Ouais. Hein, absolument. Donc, d'où les tarifs qui ont été imposés. Mais il y a aussi également les tarifs qui ont été imposés par Trump en ce qui concerne les États-Unis pour un peu bloquer ces exports vers les États-Unis. Hein. Okay. Et le gouvernement chinois a clairement répondu que, d'accord, si vous voulez nous bloquer, nous allons juste aller ailleurs. Vous n'allez pas ruiner nos finances. Vous ne contrôlez pas non plus notre économie du monde entier. Ouais, voilà, exactement. Mais par contre, d'un autre côté, ce qu'on a, c'est une facilité en ce qui concerne le transport de produits, des cargos entre la Chine et le Maroc, car il y a eu une subvention, voilà, une signature qu'on appelle BRI en 2017, qui permet de faciliter tout ce qui est transport de cargo vers le port qu'on a à Tangemed. Donc, entre Tangemed et la Chine. Ouais, voilà, Tangemed qui au Maroc est un point très très stratégique, un portail qui mène vers l'Afrique et qui mène vers l'Europe.
Donc ça, c'est déjà très intéressant. Ouais, mais en fait, moi, j'essaie aussi de me mettre un petit peu de façon critique dans la peau du citoyen marocain, parce que il faut essayer d'oublier un petit peu les chiffres, le côté géopolitique, le côté économique, financier, tout ça, et simplement se mettre dans la peau d'un Marocain classique. C'est vrai. Les Kiji qui chauffent, Bina, aujourd'hui, pour acheter une voiture jdida, une voiture W, je pense pour avoir une voiture avec un minimum d'options correctes et une voiture qui circule, c'est à peu près 20 millions, donc dans les 200 000 dirhams. Je pense pas qu'il y ait de véhicule jdida, une voiture jdida, pas les 200 millions, peut-être la Picanto, ce genre de choses. Mais la majorité des véhicules maintenant low cost, quand je parle de low cost, c'est l'entrée de gamme, style Clio, Peugeot, la 208. Pas que low cost, mais aussi, c'est ce que j'appelle le strict minimum. Ça veut dire une voiture qui une voiture marche. Décente, une voiture d'un bon constructeur. C'est très important d'avoir quand même le strict minimum. Une Seat, etc. Tout ça, c'est 20 millions le fort. Donc, quand tu vois qu'avec 20 ou 30 millions, tu as une voiture avec des options à peine normales et accessibles, et que tu vois qu'il y a un nouveau marché qui arrive fort, concurrent, et qui te propose des véhicules d'une bonne qualité pour le même prix, voire pour un prix inférieur, tu as le droit d'être étonné et de te dire ok, ça m'intéresse. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il faut accepter le fait que les gens, ça les intéresse. J'ai vu une pub d'ailleurs qui a Instagram, dit Unica, c'est un véhicule un peu luxueux, dit la marque Uni, c'est une marque chinoise d'ailleurs, on en parle très bien. C'est Uni, il faut que tu vois le véhicule fait les options d'il y a une GLE par exemple, si tu veux comparer avec Mercedes. Et ton mobile qui a 40 millions. Mais quand tu vois qu'une voiture avec autant d'options et avec une qualité de fabrication aussi irréprochable à 40 millions, si tu veux la même qualité de fabrication et la même chose, une grande marque, c'est X6, c'est BM. 600 000, je crois, 700 000. Beaucoup plus, c'est 80 millions le fort, tu vois. Oui, c'est bien que tu aies mentionné la qualité de fabrication parce que je sais pas si tu te rappelles, mais une fois, on était parti à Megamall. Oui, toi et moi, on avait essayé ça. Nous avons visité quelques voitures électriques, je pense que c'était BYD, si je me rappelle bien. Je ne sais plus. Honnêtement, la marque, je sais que c'est une voiture, c'est une voiture chinoise. Sûrement une voiture chinoise. C'est une voiture chinoise. C'était des 4x4, ça c'est sûr. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui est, j'aime les voitures, je suis obsédé par les voitures. Je viens dans la voiture, tu vois, tu me connais, j'aime voir l'intérieur, la qualité de ça, les options, qu'est-ce qu'il y a de disponible. Mais je m'étais dit, tu aimes les belles choses, c'est bien. Mais encore une fois, on parle de la qualité, c'est une chose dont nous allons bien discuter plus tard. C'est la qualité, est-ce qu'elle est durable ? C'est ça la question, c'est que évidemment quand il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Dans toute chose, il y a un équilibre, tout n'est pas parfait dans la vie. Exactement. Et voilà, l'argument principal et l'argument que j'entends énormément, c'est de se dire, ok, est-ce qu'il y a une visibilité sur 10 ans ? Est-ce que quelqu'un sait si les véhicules, c'est des véhicules qui vont marcher pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans ? Et malheureusement, cette visibilité, on ne l'a pas parce que les BYD جداد, les BYD الجداد, la majorité des gens qui شراوهم مازالين W ولا ما فايتينش العام, c'est des طاق واحد في les plaques, tu vois. قليل فاش كيبان لك شي حاجه قبل طاق واحد. Donc c'est des véhicules qui ont 1 an voire maximum 2 ans. Donc c'est des véhicules qui n'ont pas été en tout cas testé sur le long terme. Pour moi, je dirais mis à l'épreuve. Voilà. Mis à l'épreuve, est-ce qu'ils peuvent tenir le terme, coup ? Parce que, comme tu sais, lorsqu'on parle d'ingénierie allemande, on sait... la qualité. Exactement. Ça vient avec un prix, mais le prix, tu sais qu'il est lié à une qualité irréprochable. C'est ça la valeur de la main-d'œuvre. Et lorsqu'on parle de l'ingénierie japonaise, ça aussi c'est de la qualité, Exactement. Mais ils vont un peu plus loin. Suédoise aussi, on sait, les Volvo, ça marche très bien. Lorsqu'on parle les produits chinois, Alibaba, Temu, tout ça, on ne parle pas forcément de la qualité, on parle plus et exactement. Cheap au niveau du prix, mais cheap au niveau aussi de la fabrication. Ouais. Donc après, on se dit, are they cutting corners ? Est-ce qu'ils sont en train d'essayer de réduire la qualité, mais on ne le sait pas ? Quelles sont les choses qui sacrifient afin de nous donner de tels prix. Ouais, mais c'est ça la question, c'est réduire le prix, mais à quel prix ? À quel prix est-ce que tu réduis les coûts ? Voilà, quel est le vrai prix que tu es en train de payer pour cela ? Exactement. Mais par contre, s'il y a une bonne chose par rapport à ces voitures-là, c'est que principalement, une des raisons pour lesquelles un citoyen marocain voudrait se procurer une voiture hybride, c'est que comme tu sais, il y a des discussions en ce moment internationales de faire disparaître complètement le gasoil. Le gasoil, exactement, oui. le diesel. Alors, on va passer vers le pétrole. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'officiel à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'officiel par rapport au fait de... Moi non plus, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'officiel. Je pense que c'est des bruits de couloir. Hein. Tout le monde a déjà entendu ça. Je ne pense pas qu'il y ait un écrit à partir d'une certaine date. La seule chose que j'ai entendue, et bien sûr je mets ça entre des guillemets, c'est 2035. Voilà. C'est la seule chose que j'ai entendue, c'est que il se dit qu'il se pourrait, je mets ça au conditionnel, qu'à partir de 2035, exactement, il ne devrait plus y avoir de véhicules gasoil en circulation par rapport au CO2, aux effets de serre, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails que je ne maîtrise pas. Bien sûr, mais comme tu as dit, il n'y a rien de concret, rien de spécifique. Exactement, il faut mentionner ça. Mais ce qu'on sait, et je vais te donner des pourcentages en ce moment, c'est que les voitures hybrides ont une meilleure efficacité par rapport aux voitures thermiques, tout simplement. Tu m'avais mentionné des chiffres. Exactement, je vais te les mentionner en ce moment. Le moteur thermique
qui est diesel ou bien pétrole, essence, c'est une efficacité de 25 à 30% selon la qualité du moteur. Et je parle de l'efficacité de la conversion entre le carburant pour le brûler et créer de l'énergie mécanique. Ok, et pour les voitures hybrides? Pour les voitures hybrides, c'est entre 35 et 45%. Après, les chiffres exacts, je ne les connais pas exactement. Mais d'où tu as eu ces chiffres pour pouvoir juste un petit peu voir la véracité de ce qui est... Moi, j'ai toujours été intéressé par ces pourcentages-là, donc j'ai déjà fait pas mal de recherches. Okay. Moi, avant, je pensais que c'était une efficacité encore plus élevée, vu que normalement, les moteurs électriques ont une efficacité généralement entre 85 et 95%. Donc pour quelqu'un comme moi qui aime les voitures mais qui ne connaît pas grand-chose d'un point de vue technique, ce que tu es en train de me dire, c'est que les voitures hybrides ont jusqu'à entre 10 et 15% de conversion d'énergie, de meilleur taux de conversion d'énergie en plus que les voitures gasoil par exemple. Exactement. Et moi je dirais que c'est principalement parce qu'on utilise quand même du carburant principalement pour charger les batteries et pouvoir faire marcher les batteries et les moteurs électriques. Et comme tu sais, lorsque tu conduis en ville, la voiture hybride, je ne sais pas si tu le sais, elle touche à la batterie simplement. Je pense pas que, principalement, elle touche au moteur électrique. Mais il faut que ça soit sous les 40 km/h. Moi, j'ai entendu 60 km/h. D'accord, je pense que ça dépend de la batterie et de la voiture, j'imagine. Exactement. Parce que j'ai un ami qui a pris une petite... Alors, il avait pris quoi? Il a pris une Yaris, la nouvelle Yaris. Ouais. Et je crois que c'est moins de 40 km/h, tu es en mode batterie. Et tu as une idée de la consommation qu'elle a? Ah ouais, moi je peux te dire. Je crois que c'est 3,2. Même pas, ça ne consomme absolument rien. Tu sais, il a mis 200 dirhams de mazout, de l'essence. Je crois que tu as touché 480 km d'autonomie. Même moi, les amis que j'ai, c'est exceptionnel. Mes amis qui ont des voitures hybrides, il y en a qui me disent, moi, personnellement, je ne fais pas attention. Compare ça à quelqu'un qui conduit un V12, c'est fou. Même pas un V12. Aujourd'hui, tu as des V4 qui consomment 6 ou bien 7 litres par 100 km. Et quand on voit aussi le prix du gasoil qui n'a jamais baissé au final depuis le Covid, baissé peut-être un petit peu, mais qui n'a jamais retrouvé le prix d'origine d'Yellow. Alors qu'apparemment, on dit que le prix des barils, il a baissé, il est redevenu au prix d'origine. Parce que oui, il y a eu le Covid, ensuite il y a eu la guerre Ukraine-Russie qui a un petit peu bloqué tout ça, mais je pense qu'apparemment, on dit que d'abord, les pays, ils achètent le prix du baril au prix de base. Donc pourquoi on ne retrouve pas le... Bon, ça c'est un autre sujet, pourquoi mais... Bon, déjà le fait que tu mentionné ça me rappelle le fait que comme tu sais, je crois que c'est 80%, en ce qui concerne les voitures chinoises, 80% sont hybrides. Donc 80% des voitures chinoises, ouais. 20% sont électriques. 20% sont électriques. J'ai fait une petite recherche en ce qui concerne la consommation de ces voitures-là, combien ça va te coûter. Et intéressant ça. Ouais, en moyenne, sur chaque 100 km, ce serait entre 20 et 25 dirhams que tu vas dépenser sur chaque 100 km. Sachant qu'à peu près une voiture essence qui consomme moyennement, ça quoi? C'est 1 dirham le kilomètre, je crois, non? 1 dirham le kilomètre. À peu près, non? Pour 100 km, j'ai fait des calculs pour essence. Si tu as par exemple 6 litres par 100 km, c'est environ 72. Ok. Et si tu as 5 litres par 100 km, c'est environ 55 dirhams. Eugénie, j'ai une question. D'accord. Est-ce que le prix du gasoil, il se rattrape pas, Eugénie, au niveau de la batterie, quand il faut la changer, qu'il faut faire la maintenance? Là, ce sont des bonnes questions. Parce que la maintenance pour les voitures électriques principalement, elle est sur plusieurs années. Mais il faut quand même changer la batterie. Et la batterie, c'est pas une petite batterie comme tu as pour les voitures, c'est tout un bloc, c'est toute une plaque. Donc ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Donc au final, est-ce que c'est pas un petit peu, je veux pas dire la même chose, mais c'est pas un petit peu tu économises pour mieux dépenser plus tard, si je puis dire. On ne sait pas, mais généralement nous avons tendance à penser à mes besoins actuels. Moi, je veux une voiture qui est abordable, une voiture qui va pas me coûter beaucoup, la consommation, ok, pas trop, donc ouais, ça me va. Et on a tendance à un peu ignorer ce qu'il y aura après. Donc effectivement, est-ce qu'on pense à ces prix-là?